On écoute. Le Sénégal est un pays souverain. Il n'a pas à se justifier des lois qu'il prend, ni devant l'Occident, ni devant personne. La France a pris des lois que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a considérées comme étant attentatoires aux droits humains, notamment sur le hijab, sur les mineurs. Vous ne nous avez pas entendu nous prononcer, ni notre presse. Nous attendons la même courtoisie, le même respect de la France et de l'Occident. Nous sommes dans un pays qui a ses croyances religieuses, ses convictions culturelles, qui est un pays souverain, qui légifère souverainement sur ce qu'elle considère être rejeté par sa société. Et je pense que ça ne doit pas faire l'objet de débat. Vous n'allez pas revenir sur cette loi, vous avez même parlé de la renforcer? Ah non, je reviens sur cette loi, pourquoi? Parce que la France n'en veut pas. Cette loi, s'il y a nécessité de la renforcer, on la renforcera. Il n'y a pas de chasse aux homosexuels. Il y a une loi sénégalaise qui date de plus de 30 ans. Vous semblez vouloir faire croire que c'est une loi nouvelle. Non, c'est les peines qui ont été corsées. La loi est là depuis l'époque du président Léopold Sédar Senghor, avec les mêmes incriminations de la pratique de l'homosexualité. Le phénomène, la pratique de l'homosexualité associée à la transmission volontaire du VIH. La presse occidentale semble vouloir occulter ce deuxième aspect qui est extrêmement important, la transmission volontaire du VIH. Très belle réponse. Mais pourquoi n'y a-t-il que des médias français qui viennent s'ingérer dans ce genre de décisions souveraines? Mais pourquoi cette obsession? Rappelons que plusieurs pays occidentaux ont explicitement lié une partie de leur aide au développement, prêt ou partenariat, à des progrès sur les questions de genre et d'orientation sexuelle. Et ça, c'est du néocolonialisme culturel, après la langue, l'économie, les modèles sociaux, les systèmes éducatifs, etc. L'Occident impose ces évolutions sociétales récentes comme universelles, alors qu'il rejette, piétine ou critique d'autres normes africaines. Comme l'a dit Sonko en mai 2026, il y a une sorte de tyrannie. Il y a 8 milliards d'êtres humains dans le monde. Mais il existe un petit noyau, appelé Occident, qui, parce qu'il a des ressources et contrôle les médias, donc le narratif, veut imposer sa vision au reste du monde. Mais je trouve que le Sénégal, le Niger ou tout autre pays africain ont le droit de légiférer conformément à leurs valeurs, à leur culture et à leur réalité. Le Sénégal est souverain. Le Sénégal a le droit de définir ses normes, tout comme le Niger, qui a pris la même décision récemment. Les attaques contre l'Iran pourraient reprendre si Téhéran ne parvient pas à conclure un accord nucléaire définitif avec Washington. Les États-Unis ne sortent pas de cette guerre en position de force. C'est acté. Malgré les frappes, les menaces, les sanctions et la pression exercée sur l'Iran, Washington a finalement accepté un compromis. Le programme nucléaire iranien n'est pas démantelé à ce stade. Le dossier balistique n'est pas inclus dans l'accord immédiat. Les réseaux régionaux de Téhéran n'ont pas été neutralisés comme le souhaitait Israël et la question des sanctions demeure ouverte. En contrepartie, les États-Unis obtiennent la cessation des hostilités, la réouverture du détroit d'Ormuz, un détroit qui n'a jamais été fermé, précisons-le. Et ils obtiennent une fenêtre diplomatique de 60 jours, un retour au dialogue. Un autre constat est plus sévère et amer. La crédibilité américaine dans la région est fortement remise en cause. Les bases américaines au Moyen-Orient ont été détruites. L'Iran obtient plusieurs milliards de dollars dans le cadre des arrangements conclus. Et Israël a été contraint de se retirer du Liban sous la pression de Téhéran. Cette réalité conduit aujourd'hui le président Trump à reconnaître publiquement que, sans l'intervention directe des États-Unis, l'entité aurait été pulvérisée par l'Iran en 2 jours. Pire, Trump fait face à une forte pression politique pour obtenir un accord plus avantageux que celui qu'il avait lui-même abandonné lors de son premier mandat. En 2018, il avait retiré les États-Unis de l'accord nucléaire de 2015 négocié sous l'administration Obama. Un accord qui prévoyait la levée progressive des sanctions contre l'Iran en échange de restrictions sur son programme nucléaire et d'un régime d'inspection internationale. Aujourd'hui, la question est de savoir si Washington parviendra à arracher davantage de concessions à Téhéran, ou si ce compromis temporaire marquera, au contraire, la reconnaissance des limites de la pression ou de la puissance américaine sur l'Iran. On écoute. D'accord. Les États-Unis et leurs alliés vont devoir présenter des plans de reconstruction pour l'Iran et le montant minimal est faramineux, 300 milliards de dollars. Certains observateurs estiment que c'est une manière pour Donald Trump de payer la paix et d'acheter la stabilisation du système. D'ailleurs, concrètement, 300 milliards pour l'Iran,
ça représente quoi? Juste un chiffre, une installation nucléaire, c'est entre 5 milliards et 10 milliards quand on la fabrique, quand on la construit. Ouais. Donc 300 milliards, c'est les 30 sites qui ont été quasiment détruits. Grâce à ces 300 milliards, ils reconstruisent tout. Autre volet financier, le déblocage de 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés au cours de la période de négociation de 60 jours. Et la subtilité, c'est que Téhéran veut d'ores et déjà en recevoir la moitié, 12 milliards, d'ici vendredi. Une garantie pour l'Iran qui redoute que les États-Unis ne respectent pas cette part du marché. Un signal, en fait, pour établir un minimum de confiance. Et puis enfin, il y a ce point rajouté au dernier moment, des frais maritimes dans le détroit d'Ormuz. 300 milliards de dollars. Les contribuables américains réalisent qu'ils vont payer quelques 300 milliards de dollars pour reconstruire l'Iran, après avoir dépensé 80 milliards de dollars pour le détruire. Et cela après plusieurs semaines de conflits durant lesquels l'Iran a détruit des bases militaires américaines, des radars, des drones, des infrastructures militaires, des avions et infligé des pertes humaines aux forces américaines tout en lançant des missiles contre Israël et dans l'ensemble de la région. Autre point, Washington s'engagerait également à ne plus intervenir dans les affaires intérieures de l'Iran, à retirer ses forces des zones entourant l'Iran et à garantir la réouverture du détroit d'Ormuz dans un délai de 30 jours. Une réouverture qui serait placée sous supervision iranienne. Le texte prévoirait la suspension des sanctions visant le pétrole et les produits pétrochimiques iraniens, permettant à Téhéran de retrouver une importante marge de manœuvre économique et faisant de Téhéran une puissance économique. Sur la question la plus sensible pour Israël, celle du programme nucléaire iranien, le document reste particulièrement flou, vague. L'Iran s'engagerait à ne jamais chercher à acquérir l'arme nucléaire. Mais c'est une formule qui rappelle fortement l'accord de 2015 conclu sous Barack Obama, que Trump avait pourtant dénoncé avant de s'en retirer en 2018. Barack Obama a lui-même déclaré aujourd'hui qu'il doute que Trump obtienne un accord meilleur que celui qu'il avait négocié. Il estime même que le futur accord pourrait être plus avantageux pour l'Iran. En gros, l'Iran sortirait du conflit avec une levée des sanctions, le déblocage de milliards de dollars, un vaste programme de reconstruction financé par l'Occident, le retrait des forces américaines de sa périphérie stratégique et plusieurs mois de répit diplomatique sans limitation nucléaire immédiate. Israël, de son côté, obtiendrait essentiellement une promesse politique de Trump, soutenue, attention, par une intense campagne de propagande en ligne. Et ce qui m'amuse, c'est que Trump se bat encore pour un détroit qui a toujours été ouvert.